Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis donc le directeur des systèmes d'information interministériels ou DSI de l'État. J'ai été ravi d'intervenir aux côtés d'un spécialiste de l'accessibilité que je ne suis pas. Donc effectivement, on aura sans doute davantage de temps pour les questions. N'attendez pas de réponses techniques très précises de ma part. Mais je tiens systématiquement à intervenir personnellement sur ces sujets d'accessibilité. Et je trouve qu'une des difficultés que nous avons à être conformes aux exigences et à nos devoirs face à ces exigences, c'est que l'accessibilité est souvent confiée à des spécialistes de l'accessibilité et peu intégrée dans le processus global de travail. Comme l'a dit tout à l'heure le président Chazal, je considère pour ma part que travailler sur l'accessibilité des sites gouvernementaux, publics de façon générale, c'est certes un devoir, enfin c'est ce qui est un droit, mais c'est aussi l'intérêt de rendre les sites plus accessibles à tous les citoyens et à tous les utilisateurs. Et donc, c'est sur cet effet de levier que je compte m'appuyer pour que nous puissions progresser dans les domaines qui sont l'objet de vos travaux aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que la DISIC? Deux mots, puisque j'en ai le temps. Donc, c'est la DSI de l'État. C'est une structure stratégique de toute petite dimension. Nous sommes moins d'une vingtaine pour couvrir tout le champ des systèmes d'information des services de l'État, des services des opérateurs de l'État, et par le biais de notre action sur les référentiels généraux, les collectivités territoriales. Donc nous avons 4 missions principales. Faire du système d'information un vecteur de création de valeur pour ses utilisateurs. Deuxième mission, construire un système d'information qui soit efficient. Et bien évidemment, efficient veut dire aussi utilisé par le plus grand nombre, aux côtés des procédures papier ou interpersonnelles, souvent moins efficaces et en tout cas plus coûteuses. Piloter la fonction des systèmes d'information de l'État avec l'ensemble des directeurs des systèmes d'information concernés et adapter la gouvernance des systèmes d'information publics aux enjeux du numérique. On a l'habitude de dire que nous avons vécu il y a quelques années le passage de l'informatique au numérique et que ça nécessite que nous révisions à peu près tous nos modèles d'écoute, d'interaction avec les utilisateurs et de construction et de mise à disposition des services numériques. En fait, 4 verbes pourraient résumer les modalités d'action de la DISIC. Orienter, beaucoup de travaux autour de normes et de référentiels, puisque la DISIC est effectivement responsable au niveau de l'État de la maintenance des 3 référentiels généraux: interopérabilité, sécurité et accessibilité. On y reviendra parce que l'existence de ces 3 référentiels pose quand même un sérieux problème aux développeurs face à ces outils de réalisation d'un site web forcément sous contrainte de délai et sous contrainte économique. Conduire des opérations de mutualisation. Je donnerai quelques exemples tout à l'heure, mais quand j'ai rencontré la première fois le président Chazal, il m'a dit qu'il manquait d'un interlocuteur unique État sur ces problèmes d'accessibilité numérique. Et je lui ai dit que j'acceptais d'être celui-là en tant que directeur de la DISIC. Et donc nous allons tâcher de conduire ces opérations de mutualisation sur la montée en qualité d'accessibilité des services numériques publics. Nous avons une mission de pilotage qui est extrêmement forte
notamment pour tout ce qui concerne les grands projets de l'État, où nous intervenons en sécurisation pour faire en sorte que les coûts, les délais et la valeur des projets de systèmes d'information soient respectés. Et puis nous intervenons également en accompagnement et en conseil auprès des ministères et des opérateurs qui le souhaitent pour leurs projets de systèmes d'information. Juste quelques réalisations pour vous montrer un peu l'ampleur du champ. Nous bâtissons en ce moment le réseau interministériel de l'État, réseau métropolitain qui va rassembler d'ici 3 ans les 17 000 sites de l'administration d'État centrale et déconcentrée. Nous travaillons à la modernisation des 110 centres de traitement de l'information publique, en ne comptant que ceux de l'État et en excluant ceux des opérateurs de l'État, pour passer sans doute à moins de 20. Nous travaillons sur l'adoption des techniques du cloud computing dans la sphère publique, mais nous travaillons aussi sur la filière des ressources humaines en matière de systèmes d'information et de communication. On y reviendra parce que la faiblesse des expertises sur l'accessibilité est un vrai sujet pour arriver à franchir un seuil dans la qualité des services que nous produisons. Et bien évidemment, nous intégrons dans notre plan de travail l'accessibilité numérique désormais. Juste des éléments de contexte, mais vous connaissez par cœur, pour rappeler les grandes étapes qu'a franchi ce sujet au niveau public, avec en 2009 la publication de la première version du référentiel général d'accessibilité à l'administration. C'est en février 2011 que la DISIC se crée. Donc avant cette époque, pas d'interlocuteur ayant un poids, une prise sur les systèmes d'information des ministères et des opérateurs. C'est en juin 2011 qu'il y a eu la conférence nationale du handicap qui a dégagé un certain nombre de budgets spécifiques sur l'accessibilité numérique. Et en novembre 2011, le ministre de la fonction publique confiait au FIP-HFP, en lien avec la DISIC, la mise en œuvre du plan d'accessibilité numérique. Ça s'est traduit dans un premier temps essentiellement par des travaux menés par le service d'information gouvernementale sur la vérification de l'état d'accessibilité des sites publics. Mais vous en entendrez sûrement parler dans l'atelier qui suivra, qui démontrera que la marge de progrès est extrêmement importante. Donc, là, quand j'ai pris mes fonctions fin 2012, je crois que le premier interlocuteur que j'ai reçu, c'était le président du FIP-HFP, qui est venu me voir pour qu'on discute ensemble de la façon de doper un peu ce chantier, au constat qu'il faisait que l'enveloppe budgétaire qui avait été réservée pour la mise en accessibilité des sites publics n'était pas ou fort peu consommée. Et donc, nous avons bâti avec lui, avec le FIP-HFP, un dispositif et un plan d'action que je vais vous présenter maintenant, qui va rentrer en action très prochainement. L'effectif de la DISIC ne lui permet pas de mener aujourd'hui ces actions sans un support fort. Le support du FIP-HFP est acquis. Il nous manquait simplement de nous associer avec un partenaire pour pouvoir rentrer dans l'action opérationnelle. Et c'est en janvier 2013 que j'ai mobilisé l'ensemble des DSI ministériels sur ce chantier-là et que nous avons organisé à suivre le premier comité de pilotage qui a défini les moyens d'action que nous nous attachons depuis à mettre en place avec le FIP-HFP et l'ensemble des ministères. Alors, quel est le principe
de ce plan d'action. Tout d'abord, mettre en place un pilotage au sein de l'État de la mise en conformité au référentiel général d'accessibilité à l'administration des services numériques. Le deuxième principe, c'est d'avoir une vision soutenue par le FIPHFP dans ce sens, une vision très large des applications, c'est-à-dire orientée usager, mais aussi orientée agent. Donc interne à l'administration, mais aussi externe à l'administration. En fédérant tous les acteurs, le FIPHFP qui va cofinancer les actions que nous allons mener, le service d'information du gouvernement qui prend à sa charge la mise aux normes des sites en .gouv, des sites de communication gouvernementale, le service des achats de l'État qui, à nos côtés, nous a aidé à mettre en place les supports juridiques et contractuels pour pouvoir dérouler nos actions, les DSI des ministères, tout ceci sous l'animation de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, donc de mon équipe. Pour tout cela, il nous fallait un cofinancement. Une convention a été mise en place avec le FIPHFP. Elle est désormais active avec un fonds de concours qui est prêt désormais à recevoir les fonds publics pour financer les opérations. Et puis, deuxièmement, la mise en place d'un marché qui nous permette d'avoir les acteurs pour l'audit, pour la mise en conformité et aussi pour la formation à l'accessibilité dans l'ensemble de l'administration. Donc ce marché a mis un certain temps à se dérouler et il sera notifié dans très peu de jours, hein, c'est vraiment une question de jours, il est à la signature du contrôleur financier et nous avons choisi, c'est un scoop aujourd'hui, même si ceux qui n'ont pas reçu la lettre de rejet de leur offre savent qu'a priori ils sont bien partis, c'est le groupement animé par la société Smile qu'on a retenu. Qui agrège en son sein un certain nombre d'experts, de petites structures. Et parmi ces petites structures, il y a Brainet. Et donc nous avons préféré nous associer à des experts du domaine plutôt que, et nous avions d'autres offres, à des grands cabinets conseils polyvalents qui sans doute auraient pris les mêmes en sous-traitance, mais on a préféré travailler en direct avec ces structures-là. Donc je suis vraiment ravi que nous puissions travailler avec les meilleurs experts et les meilleurs porteurs d'une partie de la vision des utilisateurs handicapés dans la conduite de nos travaux. Pour faire ça, un comité de pilotage qui aura lieu tous les trimestres, on en verra l'usage, et puis une communauté à créer. La DISIC est une partie du secrétariat général de la modernisation de l'action publique, celui qui a ouvert vis-à-vis de tous les fonctionnaires ce qu'on a appelé le faire simple ensemble, où on a interrogé tous les fonctionnaires sur la simplification, les mesures de simplification qui pourraient être mises en œuvre. Et donc le SGMAP est extrêmement attaché à ce qu'on appelle la co-construction. Et donc il nous faudra mettre en place le réseau très ouvert vers l'extérieur, vers les associations, mais aussi les individus, les citoyens, pour que nous puissions identifier avec eux les zones des services numériques sur lesquelles nous devons focaliser nos actions prioritaires. Puisque je pense que face à l'état de la situation, nous aurons un gros problème de focalisation de priorité. Nous ne pourrons sans doute pas couvrir tout le champ, sauf à accepter de mal le couvrir dans son intégralité. La mise en place du comité de pilotage, donc réunion 4 fois par an. L'objectif est d'examiner des projets candidats à une aide financière par le FIPHFP, ce qui nécessite une instruction préalable d'éligibilité. Il aura à sa charge également de suivre les travaux d'audit et de mise en accessibilité. Il pilotera la mise à jour du référentiel général d'accessibilité qui n'a pas été mise à jour depuis sa première version. Et donc il est daté, fortement daté. Et puis d'animer l'ensemble de la communauté en matière de retour d'expérience, de capitalisation, de formation et d'outillage. C'est
les représentants ministériels qui vont constituer le noyau dur. Et donc on leur demandera, dès le prochain comité que j'anime avec eux tous les mois, celui du mois d'avril, de désigner leurs représentants au sein de ce comité de pilotage pour que nous puissions organiser la première séance dès que le marché public d'appui aura été notifié. Donc je disais que nous avions une logique qui était équivalente entre les applications ouvertes aux usagers et les applications réservées aux agents. Et va se poser la question d'établir nos priorités d'action. Donc là, on a 2 points d'entrée. Le premier point d'entrée, c'est les ministères eux-mêmes, avec ce qu'ils savent de leurs problèmes d'accessibilité, éclairés par les travaux de mesures faites par le système, le service d'information gouvernementale ou par les associations. Donc j'ai besoin de ce regard du monde associatif pour savoir quels sont les sites qui posent le maximum de problèmes. Et nous aurons aussi sans doute à traiter le problème de la gestion du flux, puisque là on parle bien de stock, et que je voudrais qu'on donne la priorité au traitement du flux des nouveaux services qui sortent pour faire en sorte que ces sites soient accessibles dans leur première version, plutôt qu'on passe son temps à courir après l'accessibilité de sites en production depuis déjà un certain temps. Donc là, c'est une des questions délicates qu'il faudra se poser au niveau de ce comité de pilotage. Donne-t-on la priorité à la mise en accessibilité d'un nouveau service qui va sortir dans les mois qui viennent, ou soigne-t-on, entre guillemets, un service ouvert aux citoyens ou aux agents depuis déjà un certain temps? Bon, je pense que là, c'est pour cette dernière catégorie le point de vue externe qui l'emportera en termes de fréquence d'usage, de degré de difficulté d'accès, et nous serons très à l'écoute de l'ensemble des représentations des travailleurs handicapés ou des citoyens handicapés pour faire ces choix. Ce qui est très important pour nous, c'est d'arriver également à mettre en place une communauté d'experts. Très difficile de travailler sur des gros chantiers en matière d'accessibilité. On va dire que ça se passe plutôt bien dans les ministères ou dans les directions où il y a un travailleur handicapé dans les équipes de développement. Partout ailleurs, on a beaucoup de mal à mobiliser cette expertise, et donc il faut qu'on arrive à fédérer l'ensemble de ces experts et à les faire vivre de telle sorte que chacun puisse travailler avec l'ensemble des experts en réseau. Un petit retour sur le process de fabrication. Aujourd'hui, on a ces 3 référentiels et on a un process de qualification en sécurité des applications. Vous connaissez les problèmes de sécurité auxquels doit faire face tout État moderne en matière de numérique. Après l'affaire Snowden, ça nous a valu quelques décisions d'État extrêmement lourdes en termes de mise à niveau des systèmes d'information. Et donc, la première idée de cette mise en partage des expertises, c'est d'arriver à produire un guide de développement d'un service web qui intègre les préoccupations d'interopérabilité, de sécurité et d'accessibilité. Parce qu'il faut bien se mettre à la place de nos pauvres développeurs qui ont 3 référentiels différents, avec des guides fort bien faits, mais 3 guides différents pour développer quoi que ce soit, ça n'aide pas à la productivité. Et donc, j'ai peur que tout ceci ne soit regardé qu'au bout du processus de fabrication et pas fortement ancré dans les pratiques quotidiennes des développeurs. Un petit mot sur le logiciel libre. Le choix de ce point de vue-là de Spine n'est pas anodin. On a un choix très fort au sein de l'administration, mais pas seulement, des suites bureautiques libres, de préférence à des suites marchandes. D'abord parce qu'elles sont plus économiquement accessibles. Elles ont juste un problème, c'est qu'elles sont moins accessibles au sens de l'accessibilité numérique. Et donc nous avons un travail à conduire de mise en accessibilité de la suite LibreOffice qui nécessite encore quelques travaux et pour lequel nous demanderons un cofinancement au FIP-HFP. Ça pourra bénéficier bien évidemment aux agents des ministères qui ont choisi ces genres de solutions,
ou exonérer ces 10 ministères d'installer des postes de travail spécifiques pour les agents en question, mais ça pourra surtout servir à l'ensemble de la population des citoyens handicapés qui ont sans doute beaucoup de mal à acquérir sur leur denier propre la suite Microsoft au complet, qui n'est quand même pas donnée. L'objectif que nous avons, en fait, c'est de mettre en place avec l'ensemble des acteurs un label, et si accessible, qui nous permette d'estampiller comme étant conformes au RGA les sites numériques publics. Donc le processus global, et j'en terminerai par cela, consiste à recevoir des dossiers de demande d'obtention de label, soit volontaires de la part des administrations, soit demandés par la DISIC aux administrations sur dénonciation, entre guillemets, d'utilisateurs mécontents du degré d'accessibilité, avec un examen d'audit d'éligibilité, très important pour nous de ne pas surinvestir sur la mise en accessibilité d'un portail qui doit disparaître dans l'année qui vient. Vraisemblablement qu'il serait en accessibilité après son décommissionnement, ce qui n'est pas l'objectif. Si l'audit d'éligibilité du SI est prononcé, à ce moment-là, il y aurait réalisation de l'audit et signature d'une convention de cofinancement entre l'employeur, État ou opérateur de l'État, et le FIPHFP, avec financement des travaux de mise en conformité, financement total ou partiel, en fonction de la taille et de l'importance citoyenne du site et des moyens de la structure qui le porte, soit sur prestations externes, soit dans le cadre des marchés de maintenance contractés par l'administration avec les acteurs de maintenance privés. Et puis, tout ceci se terminerait par un deuxième audit de vérification de l'accessibilité qui se traduirait par la délivrance d'un label SI accessible. Reste à définir pour combien de temps il est obtenu et de voir si nous n'irons pas vers une labellisation du process de fabrication pour aller dans le sens qui était indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire de l'adoption des processus complets de développement et de recettes qui intègrent ce regard sur l'accessibilité, pourquoi pas au travers d'ateliers ouverts à des travailleurs handicapés ou à des citoyens handicapés pour vérifier la conformité du site qui s'apprête à être ouvert en interne à l'administration ou vis-à-vis des citoyens. Donc voilà, tout ceci doit commencer donc ce mois-ci, une longue période d'attente puisque j'avais proposé l'ensemble de ce schéma en mai de l'année dernière. On va commencer en avril de l'année suivante, mais la faiblesse de nos ressources ne nous a pas permis d'aller plus vite. J'ai accepté le principe de rendre compte régulièrement auprès de l'Observatoire du handicap de l'avancement de nos travaux, pour exposer à cet observatoire les difficultés et les réussites que nous rencontrerons, j'en suis sûr, très rapidement.